C'est dans ce paisible campus de l'Université catholique d'Afrique centrale que se tiendra le premier congrès panafricain des laïcs organisé par le Conseil pontifical pour les laïcs. Le laïc chrétien en Afrique, étant donné les crises africaines, les problèmes de réconciliation, les problèmes de construction nationale, de justice sociale, dont le laïc africain au service de la justice, de la réconciliation et de la paix. 300 participants sont attendus à Yaoundé. Ils viennent de tous les pays d'Afrique ainsi que de l'Italie, de la France, de la Hollande et de l'Allemagne. Ils vont réfléchir sur le rôle des laïcs dans l'Église catholique romaine à travers le thème « Être témoin de Jésus en Afrique aujourd'hui ». Pour certains participants, les attentes sont précises. Bon, personnellement, je m'attends seulement de pouvoir donner ce que je peux comme mon apport, mon expérience, mais surtout pouvoir recueillir de la formation pour la donner à d'autres. Mon évêque, Monseigneur Emmanuel Félémou, m'a demandé de venir voir un peu comment se passe cette structure du laïcat au niveau des pays membres. Et pour que, arrivé en Guinée, nous puissions justement dynamiser ou reconstruire un laïcat plénier. Le laïcat en Afrique diffère en fonction des pays et des diocèses. Voici l'exemple de Madagascar. Le laïcat à Madagascar, il est bien en vie. Ça veut dire que les laïcats s'organisent en mouvement. Il y a une vingtaine de mouvements qui sont adhérés à la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs et suivant leur charisme et leur spiritualité, ils aident l'Église à accomplir leur mission. Entre autres, il y a les mouvements des jeunes, des enfants et des adultes. Les laïcs sont un espoir pour l'Église africaine aujourd'hui et ce premier congrès panafricain va permettre de partager les expériences et d'encourager ses fidèles à mieux témoigner de leur foi sur le continent africain. En perspective de la journée de l'aviation, l'Association internationale du transport aérien a rencontré à Dakar les acteurs de l'industrie aéronautique et les pouvoirs publics. Cette rencontre permettra d'échanger sur la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et d'améliorer la relation d'affaires entre les aéroports et les compagnies aériennes. L'Afrique a de gros potentiels pour se développer dans le domaine du trafic aérien, mais il reste encore à la traîne par rapport aux autres. En Afrique, nous avons énormément de problèmes par rapport à la création, à la disparition précipitée très souvent des compagnies aériennes. Le Sénégal n'est pas en reste par rapport à ce mal. L'aviation doit faire face à de nombreux risques, raison pour laquelle les acteurs estiment que toutes les compagnies aériennes doivent se conformer au plan stratégique de l'IATA pour renforcer les capacités des directeurs de l'aviation civile. La question globale, c'est un manque de politique de transport aérien cohérente. Quand sur le plan de l'aviation civile, si on peut dire vous étiez parmi les éligibles à la médaille d'or et qu'aujourd'hui vous n'avez ni l'argent ni le bronze et vous êtes dans les profondeurs du classement, on peut se poser des questions. L'Afrique peut profiter de l'IATA pour développer des compagnies aériennes fortes. L'association, qui représente quelques 240 compagnies aériennes, œuvre pour l'amélioration de la sécurité. Elle prodigue également des conseils au gouvernement dans le domaine de l'expérience et de l'expertise. Plus de 3000 employés à bout de nerfs. Mais le dénouement de la crise de l'usine d'alumine de Fria, c'est pour bientôt. Voilà plusieurs jours que les travailleurs de l'usine, à 160 km de Conakry, menacent d'arrêter le travail si aucune solution n'est trouvée. 6 mois qu'ils sont sans salaire et en grève. À nouveau, ils viennent d'exprimer leur désarroi à une délégation gouvernementale. Celle-ci a enfin rendu publique la conclusion des négociations difficiles avec l'investisseur russe. Après tant d'efforts, j'ai l'honneur de vous annoncer que nos partenaires ont accepté de se réengager dans l'usine Fria qui ne sera pas arrêtée. L'usine d'alumine de Fria a arrêté sa production depuis avril. Une faible rentabilité économique et les multiples revendications syndicales ont conduit l'investisseur russe à l'abandonner. Pour la ville de Fria, dépendante de l'usine, tout a été fait pour favoriser la reprise des activités. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde était inquiet. Nous avons renforcé les lectures de courant dans les églises, dans les mosquées. Nous avons fait des sacrifices.
nous avons immolé des animaux uniquement pour reprendre le travail. L'annonce de la reprise du travail est un énorme soulagement. Le collège syndical est le premier à célébrer le retour du partenaire qu'il avait dénoncé. Pour nous, ça va tout changer parce que vous savez, depuis 6 mois, les conditions dans lesquelles nous vivons, aujourd'hui, c'est un espoir. C'est un ouf de soulagement parce qu'on a passé 5 mois sans salaire. Pour une ville qui ne vit que de l'usine, c'est vraiment une période très difficile. C'est pourquoi les gens ont dit dans leur discours que c'est une crise sans précédent. Pour nous, c'est des bonnes nouvelles qui viennent parce qu'à un moment, on a pensé qu'on partait vers la fermeture de l'usine. Donc aujourd'hui, c'est un espoir et surtout qu'il a sous-entendu que le partenaire va venir avec de nouvelles dispositions et qu'il va investir pour pérenniser l'usine et redonner, comme nous l'avons demandé, de l'espoir aux travailleurs. Après la plus longue crise de son histoire, la ville de Fria doit réapprendre à vivre, mais non sans conséquences. Beaucoup de ménages se sont retrouvés dans les rues, démunis, contraintes de vendre leurs biens. Il ne fait pas toujours bon de souffrir de certaines pathologies comme le cancer au Bénin. Au Centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou, le dernier centre de référence du Bénin, l'appareil de mammographie, un des moyens de dépistage et de diagnostic du cancer du sein, le premier cancer féminin, tombe souvent en panne. Le mammographe a fonctionné, mais de façon discontinue. Voilà des appareils électroniques qui ont besoin d'une énergie électrique stable, ce que nous n'avons pas, hélas. Pour le traitement des cancers, la chimiothérapie se fait sur place, mais son coût est hors de portée du béninois moyen, 175 000 à 600 000 francs CFA par séance, soit environ 267 à 915 €, et il faut au moins 6 séances. Les malades du cancer, les plus nantis et les agents permanents de l'État doivent se rendre au Ghana ou beaucoup plus loin pour les séances de radiothérapie indispensables à la rémission ou à la guérison. La Tunisie est moins chère que les autres pays européens. Sinon, là où nous avons payé 25 000 €, vous pouvez payer banalement 100 000 €. Pour les spécialistes du cancer, on peut faire mieux et vite. Quand on nous demande de faire quelque chose, nous plions en quatre pour le faire. Mais la réponse tarde à venir. C'est une question de volonté politique. Si notre pays veut, il peut l'avoir. La création d'un institut de cancérologie serait, de l'avis de tous, un gros avantage pour les malades. Ce serait extraordinaire. On réunirait en un seul lieu les moyens de diagnostic, les moyens de traitement. Et tous les spécialistes de la chose seront réunis sur un même lieu. Le scanner est un des moyens de diagnostic approfondi pour beaucoup de pathologies. Celui du CNHU est dépassé. C'est impensable qu'au CNHU, nous ayons un scanner d'une barrette. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un scanner d'au moins 16 barrettes. Ça ne va pas tarder. Il faut qu'on ait l'IRM. Donc, autant de réformes que nous sommes en train d'envisager pour le CNHU d'ici à 2013. Il y a aussi, selon le ministre de la Santé, un réel besoin en formation. Des toits éventrés, des carcasses d'objets. En quelques heures, une partie de la prison centrale de Douala a été ravagée par des flammes. Dans la nuit de dimanche à lundi, des détenus ont été surpris par un incendie parti des cellules 18 et 20. Il aura fallu 3 heures aux sapeurs-pompiers aidés par les prisonniers pour arriver à bout des flammes. Les dégâts sont importants. Ces cellules sont pourtant les moins mal loties des prisons camerounaises. Elles abritent les prisonniers poursuivis ou condamnés pour détournement de fonds publics. Un petit kito était accolé au mur de l'avant. Et c'est dans ce kito, c'est-à-dire une cellule de fortune aménagée par les détenus, qui a eu un court-circuit. Il a été constaté un court-circuit à ce niveau. Et les flammes sont très rapidement parties pour atteindre le plafond de la cellule 20 et de la cellule 18. Environ 200 mètres carrés de bâtiments ont été brûlés. Les dégâts les plus importants, ce sont ces documents personnels des détenus tous partis en feu. C'est des documents qui appartiennent aux détenus. Vous savez que leur procédure, ils ont besoin de présenter certaines pièces devant les juridictions. Donc là, vous avez un exemple patent des dégâts que nous avons subis au niveau de cette cellule. Malgré l'intensité de l'incendie, pas de morts ni d'évasion. En attendant d'évaluer les dégâts, les autorités pénitentiaires ont relogé les centaines de prisonniers dans des conditions beaucoup moins confortables.
Le quartier New Bell, où se trouve la prison, lui, reste sous haute surveillance. Près de 200 hommes de l'armée de l'air, de la brigade anti-émeute et de la police surveillent les lieux. Devant les membres du jury et plus de 3000 spectateurs, 15 jeunes filles de provenance des 4 coins du pays se sont présentées une après l'autre pour répondre aux questions éliminatoires, ceci afin de trouver l'élu Miss Rwanda 2012. 5 seulement sont retenus après 2 séries d'évaluations. Et finalement, la couronne doit être offerte à la fille qui la mérite. Kayibanda Mutesi Aurore, contestante numéro 1. Depuis le début de la soirée, elle a montré de la créativité, sa capacité à réfléchir et elle répondait sans hésitation. Représenter son pays en tant que Miss fut son rêve de longtemps exaucé aujourd'hui. Je suis très contente de voir ce produit que j'attendais depuis longtemps. Ce titre me permettra d'aider les jeunes à améliorer leurs capacités diverses. Miss Rwanda 2012, Kayibanda Mutesi Aurore, est une jeune fille de 20 ans, très active dans la vie quotidienne, comme l'a souligné sa mère, qui a salué ses efforts. Elle a toujours envie de travailler et elle arrive au bout de ce qu'elle veut, soit pour elle ou pour les autres. À part être Miss Rwanda, Kayibanda Mutesi a aussi été nommée Miss Héritage grâce à sa créativité, notamment à travers la création de son costume qui avait pour signification la construction durable du pays en commençant par l'éducation des jeunes. Cela fait 3 ans que Miss Rwanda n'a pas eu lieu. L'événement est désormais sous le patronat du ministère ayant la culture dans ses attributions. Miss Rwanda sera désormais élue chaque année.